Eh bien, moi, 68, j'ai fait comme les autres. J'ai été défilé, j'ai été me battre, brûler des pneus et des cajots et me battre à coups de petits pavés. Vous avez senti qu'il se passait quelque chose à ce moment-là? Ah oui, c'était vraiment, ça a été un élan révolutionnaire. Tous les jours, j'y étais. Il y a les petits pavés, j'en ai encore un, là, je l'ai, mon petit pavé du rêve. Ils sont très lourds, c'est très, pour lancer ça un peu loin. Puis on en prenait plein notre nez, hein, parce qu'ils nous envoyaient des grenades au chlore. Et c'est vraiment, ça piquait. Hein. Et je me rappelle un jour, j'ai vu des femmes apporter des fleurs à des CRS qui étaient en haut du boulevard Saint-Michel, avant d'entrer au jardin du Luxembourg. Tout du long jusqu'à la place Saint-Michel, il y avait des cars de CRS, et les CRS étaient descendus de leur car, et les filles venaient leur apporter des fleurs. C'était un dimanche, il y avait beaucoup de gens qui se promenaient avec leurs gosses, etc. Et à un moment donné, moi j'étais descendu au boulevard Saint-Michel, j'avais passé le lycée, il y avait un cinéma là, et tout d'un coup, une vague qui descend, c'était les CRS qui chargeaient. Comme des sauvages, en hurlant, et en tapant sur tout ce qu'il y avait devant eux. Et j'ai vu un type devant moi mettre une grenade dégoupillée dans la culotte d'un gosse qui pouvait avoir 14-15 ans. Et son ventre a éclaté. Et là, il y avait ces pauvres tripes qui lui tombaient sur les pieds, évidemment. Il est tombé, on est dû le ramasser. Il y avait les gars de la Croix-Rouge qui ramassaient les blessés. Vous vous rendez compte? Un type qui avait glissé ça dans la poche du gosse. De vrais sauvages. Je trouve qu'on ne lutte pas assez. On fait trop de discours, trop de palabres, et on ne lutte pas suffisamment. Pas assez en profondeur. Alors, dans votre journal, justement, quel est le contenu de ce journal? Quels sont les collaborateurs? Eh bien, je vais vous dire ça. Là, aujourd'hui, c'est moi qui suis à la page 1, mais c'est chacun notre tour. C'est suivant les cas, suivant le contenu de l'article. Il n'y a pas de prérogative. Et Jeanne Imbert critique les idées et les livres, chaque mois. Notre ami Gieur critique les films qu'il va voir. On a notre ami Nicolas Fossier, qui habite la province. Là, ça, c'est la page de l'objection et de l'insoumission. Qui est l'objectif du journal? C'est l'objectif du journal. Pas seulement, parce qu'on défend aussi les libertés individuelles, mais c'est pour ça qu'il a été créé. C'était pour aider les objecteurs. Il y a Saint-Els, qui est un ami de province aussi, qui est un vieux aussi, celui-là, vieux, enfin pardon, il est beaucoup plus jeune que moi, mais enfin c'est de la vieille équipe de Lecoing. Professeur de province aussi, le père Chat. Notre ami Eugène Bizot, tous les mois, nous envoie un poème. Nous avons aussi Pierre-Valentin Berthier. Et puis alors la rubrique... Et alors il y a la rubrique des anciens. Et vous savez pourquoi je fais cette rubrique? Parce que les jeunes ignorent tous ces anciens qui sont battus, qui ont combattu. Alors chaque mois, je fais une rubrique sur un ancien. Alors ce mois-ci, vous évoquez Voline. J'ai évoqué Voline, et qui a écrit La Révolution inconnue, qui a été collaborateur de Makhno, même, je crois qu'elle a appartenu à la Makhno-Vishna. J'ai évoqué Pierre Martin, Séverine, la famille Bernery, le père, la mère et la fille, tous les trois militants, chacun de leur côté. Et puis nous avons Marcel Baudy, un de nos principaux collaborateurs. Le sang des Malouines, il critique la guerre des Malouines. Et nous avons aussi Robert Jospin, le père de Lionel. Il y a des dessinateurs qui participent au journal. Oui, nous avons des dessinateurs du Canard enchaîné pour la plupart. Par exemple, celui-ci, c'est un jeune, Guiraud. Mais nous avons aussi Moisan, nous avons Lappe, nous avons Cardon, nous avons... Enfin, tous les dessinateurs du Canard, presque, collaborent, tantôt l'un, tantôt l'autre. Ce journal vous donne beaucoup de travail, je crois. Oui, il me donne beaucoup de travail parce que je suis, pour ainsi dire, en dehors de l'équipe rédactionnelle, je suis toute seule pour faire le journal. Est-ce que ce journal vous permet de ne pas décrocher avec l'actualité, le militantisme? Bien sûr, ça c'est ma vie. C'est ma vie. J'ai meublé ma retraite comme ça. Il y en a d'autres qui font du tricot, d'autres qui caressent des chats. Moi, je fais un journal. Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est possible, il est nécessaire de l'étendre. On a défendu Larzac contre l'armée.
qui s'emparait des terrains des paysans. Plogoff aussi, pour le nucléaire. Ils voulaient installer une station nucléaire sur le site magnifique de la Pointe du Raz, là-bas, à Plogoff, ce qui aurait privé tout le village de moyens d'existence, puisque c'est un village de pêcheurs. Ça aurait contaminé tous les poissons. Et puis, vous savez, elle était chouette, hein, la résistance des Bretons et des Bretonnes. Parce que les pêcheurs n'étaient pas là, les hommes, la plupart, n'étaient pas là. Il y avait des jeunes ou des retraités, parce que les autres étaient à la pêche. Alors, il y avait les jeunes femmes, les jeunes filles et les vieilles femmes. Et tout ça tricotait, là, devant les CRS. Et au moment où les CRS partaient, puisque c'était la voiture des CRS représentait la mairie, l'annexe de la mairie, où les gens devaient venir signer pour Plogoff, etc. Alors, quand ils démarraient, c'était le signal. Alors, toutes les femmes étaient en position, comme ça, c'était rigolo à voir, avec leur lance-pierre. Elles les visaient. Ils n'étaient pas contents, les gars, je vais vous le dire. Le gouvernement a décidé, à la fin du mois de juillet, d'abandonner le projet de centrale à Plogoff, parce qu'il nous semblait que pour des raisons évidentes, Plogoff était devenu un symbole et il n'était plus possible d'envisager de construire une centrale dans ce lieu. Cresmalville aussi. Il y avait à peu près une soixantaine de mille de non-violents qui manifestaient contre la centrale. Il pleuvait comme... c'est pas possible. Et on arrive dans un champ de boue. Et devant le cortège, il y avait des jeunes casqués avec des bâtons. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'avais demandé aux dirigeants, qu'est-ce que c'est que ces jeunes gens-là? On m'a dit, c'est le groupe de protection. Et puis on est arrivé sur les CRS, le groupe de protection, évidemment, s'est fait massacrer. Alors j'ai dit, on ne peut pas les laisser massacrer comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fonce? On continue? Ah, il s'était arrêté dans le champ de boue, il n'avançait plus, puis les autres, les gosses, se faisaient massacrer. Et j'ai dit, on passe. Alors on m'a dit, non, nous, c'est terminé. Pour nous, il y avait 60 000 personnes qui pouvaient foncer, faire un trou, dégager les gosses. La non-violence active, qu'est-ce que c'est? Puisque vous en parlez tout le temps. Alors, vous n'avez pas d'armes, mais vous foncez avec vos poitrines en avant et vous forcez le barrage. Et vous dégagez les jeunes qui sont en train de se faire tuer. Eh bien, ils n'ont pas voulu. Alors je leur ai dit, vous n'êtes pas des non-violents, vous êtes des lâches. Alors, et moi, vous m'avez vu. Plus jamais je ne viendrai dans vos manifestations. We heard a rumbling like thunder. We saw the cloud rise at dawn. Then came the rain as we watched and prayed in vain. Then all was still. All was gone. Once there were trees and a river. Once there was grass where you stand. Once there were songs about right instead of wrong. Once was the time of man. Grass doesn't grow on the hillside. Trees shrink and die in the sun. No place to hide my little baby's eyes from the damage the dead have done. Quand on évoque les armes, par exemple, fusils, canons, bombes à neutrons, nucléaires, tout ça... Mais tout ça dans le même sac. Tout ça, ça me bouleverse. Et ça me révolte surtout. Le héros, la gloire, le triomphe, tout ça. Alors ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire parce que c'est tragique. Mais je trouve qu'il faut que l'individu soit d'une imbécilité, d'une inconscience, vraiment, pour donner un sens à ces mots-là. Mais je ferai tout pour éviter les massacres, tout pour éviter la misère. C'est pour ça que je lutte. Tandis que drapeaux, clochers, etc., tout ça, chants d'honneur, où les pauvres types vont sécher au soleil. Je trouve que ce sont des foutaises. Je ne comprends pas que les individus n'aient pas encore compris que ce qu'on leur demandait, c'était
c'était leur vie, que ça ne méritait pas, Écoutez, ma vie, c'était la patrie, c'était l'idéal. L'armée, c'est ma deuxième famille. Mourir pour la patrie, c'est des choses qu'on m'a appris à l'école. Est-ce que vous vous sentez française? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis née sur ce bout de terrain, la France. Et puis, j'aurais pu naître à côté. Et est-ce que vous vous sentez bretonne? J'aime la Bretagne, mais je me sens pas plus bretonne que je me sens française, que je me sentirais. Je me sens humaine. Le monde, c'est ma patrie. Et je trouve que c'est pas trop grand. Once there was trees and a river. Once there was grass where you stand. Once there were songs about right instead of wrong. Once was the time of man. C'est joli, hein, cette chanson. Très, très. Et ces jeunes, alors justement, est-ce que leur avenir est bouché? Il est bouché économiquement. Plus qu'avant ou moins qu'avant? Plus qu'avant, bien sûr, à cause de ce chômage. Ils sont dégoûtés avant d'avoir commencé à se battre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que vous leur faites confiance pour... Je leur fais confiance, je les regonfle. Chaque fois que j'en ai entre les pattes, je le regonfle. Je lui dis, il ne faut pas baisser les bras, il faut que tu luttes, il faut absolument que tu t'en sortes. Ça, c'est votre société, c'est vous qui devez la faire. Hein? Nous, on a fait notre société, elle était moche, on a fait des erreurs, etc. Mais c'est à vous de la fiche par terre et c'est à vous de la reconstruire. Alors, c'est pas en restant assis sur votre derrière, les mains dans les poches, que vous arriverez à faire quelque chose. Je m'appelle Sylvain Garel, je suis objecteur de conscience. Je travaille sur un doctorat sur l'antimilitarisme en France. Et tu es l'auteur d'une thèse Oui, sur Louis Lecoing. qui a dû certainement t'influencer. Ah oui, c'est sûr. Mais d'ailleurs, c'est Mépicret qui m'a fait connaître Louis Lecoing. Tout s'enchaîne. J'ai décidé de faire l'objecteur de conscience parce que même on avait parlé, on a beaucoup discuté, on a donné des livres de Sébastien Faure, de Louise Michel. J'ai eu mon statut en 1972, donc juste au moment où les décrets de Brégançon ont été signés. Et moi j'ai refusé l'ONF et j'ai travaillé 2 ans à l'Association des paralysés de France, bénévolement, je tiens à le préciser, parce qu'ils ne pouvaient pas m'embaucher officiellement vu qu'ils n'avaient pas le droit. Bon, je n'ai pas obtenu le statut des objecteurs parce que je l'ai demandé hors des délais. Alors aujourd'hui, j'en suis encore à me demander si c'était pas une sorte d'acte manqué, si en fait je ne souhaitais pas ne pas obtenir le statut d'objecteur. À mon sens, eh bien, moi je trouvais que service militaire ou service civil, c'était une atteinte à ma liberté et que j'estimais que je devais répondre par la négative. Alors je me suis retrouvé insoumis, je me suis retrouvé inculpé aussi de refus d'obéissance. Et j'ai été emprisonné pendant 6 mois à Fresnes. Quand j'ai reçu un jour ce papier du service militaire me disant d'aller me faire recenser, puis après d'aller marcher au pas, pour moi ça a été clair, ça a été net. Je me suis dit, j'y vais pas. Il n'est pas question que j'y aille, il n'est pas question qu'on me coupe les cheveux, qu'on me fasse mettre un uniforme, il n'est pas question que je devienne un matricule. Pas beaucoup de gens savaient qu'il y avait des insoumis clandestins en France, on était en quelque sorte ghettoisés. On a à ce moment-là décidé de monter un journal qui symboliquement s'est appelé Avis de recherche. Journal qui a été victime d'une répression assez dingue. Ils ont interrogé beaucoup de gens, ils ont interpellé des gens, en particulier Mépicret. J'ai eu droit aux renseignements généraux, j'ai eu droit aux gendarmes, j'ai eu droit à un divisionnaire, j'ai eu droit à un juge d'instruction. Rien que ça. C'est qui vous en voulait, hein? Incroyable. Qui vous en voulait. Incroyable. Je suis donc actuellement encore dans une position irrégulière. J'ai pas directement de mandat d'arrêt. Je sais pas si j'ai un avis de recherche. En tout cas, je suis encore dans une situation irrégulière. Derrida, c'est aussi de la graine d'objecteur. Je me suis retrouvé au ministère de la Culture, vraiment comme une quille au milieu d'un jeu de boules. On sait pas ce qu'on est, je veux dire, on est les grouillots de tout le monde, on n'a pas de rôle, de tâche déterminée. On se sent inutile, vraiment. C'est de votre faute, ça. L'objecteur doit faire son service
dans son service un travail utile. Et parler de l'objection de conscience, ne pas avoir peur d'en parler, au contraire, ils doivent s'affirmer. Il ne faudrait pas qu'un statut d'objecteur trop libéralement accordé soit un moyen supplémentaire d'essayer de se défiler. C'était constamment la politique qui a été faite, c'est-à-dire qu'on veut que l'objecteur de conscience reste vraiment une exception, et c'est sûr que l'augmentation des possibilités d'affectation et ce que demandent les objecteurs depuis l'obtention de ce statut, qui est un statut quand même très critiquable. En particulier, nous demandons que le temps de service soit égal au service militaire. Nous demandons à ce que les gens puissent choisir leur affectation, puissent demander leur statut à peu près à tout moment, alors qu'actuellement, il n'y a qu'un mois dans sa vie pour demander le statut. Bon, ces choses-là ont été refusées et continuent à nous être refusées actuellement, à ce jour tout au moins, parce que on sait très bien que si cela est accepté, le nombre d'objecteurs va augmenter. Et qu'il y avait par exemple eu la situation allemande, qui est une comparaison, où à un moment il y a eu 40% des jeunes qui demandaient à faire un service civil. Est-ce que c'est imaginable en France, 40% d'objecteurs Il y a actuellement 70% des jeunes qui veulent pas faire leur service militaire quand on fait des sondages. Ce que faisait l'armée française en Algérie, c'était quelque chose d'effroyable et je me sentais un petit peu responsable. Si je n'avais rien fait, je me serais senti vraiment responsable. Et de savoir que des dizaines de milliers de jeunes soldats ont été là-bas, ont été la plupart amenés à faire des tortures, à faire des massacres. Je crois que c'est aussi une référence pour les antimilitaristes en France. Daniel Guérin, est-ce que vous êtes antimilitariste? La réponse tient en un mot, oui, je suis antimilitariste. Nicolas Fossier, est-ce que vous êtes antimilitariste? Je suis antimilitariste naturellement. Léo Campion. Oui, bien sûr. Alors comment avez-vous réussi à manifester votre antimilitarisme? Dès 1930, c'est-à-dire pas mal d'années avant la Deuxième Guerre mondiale, je m'étais déjà convaincu par une analyse des événements, et notamment par la tension qui régnait à cette époque entre la France et l'Italie mussolinienne, je m'étais convaincu qu'on allait vers une Deuxième Guerre mondiale. Par conséquent, j'ai décidé de renvoyer mon livret militaire, et de dire que je refusais de commander des hommes dans une nouvelle boucherie. Nous étions alors en 1919. J'ai rejoint le cuirassé Lorraine qui se trouvait dans le Bosphore. Il était là justement pour faire partie de ce cordon sanitaire qui encerclait la jeune révolution russe de façon à la réduire près de la mer Noire, où se sont déroulées les mutineries de la mer Noire. Nous avons manifesté notre solidarité envers les mutins. On a fait monter à ce moment-là le commandant qui nous a fait lire par un de ses sous-ordres le texte sur le refus d'obéissance. Alors je crois que j'ai été le seul à refuser de descendre au travail. On m'a emmené immédiatement en cellule et puis je suis resté là un certain temps. Au moment de faire mon service militaire, j'avais les idées de tout le monde, c'est-à-dire que je n'en avais pas. Et alors j'ai fait mon service militaire. Et puis par après, j'ai attrapé des idées, j'ai attrapé une idéologie, je suis devenu antimilitariste, je défendais l'objection de conscience et je défendais les objecteurs de conscience. Et je me trouvais dans cette situation désagréable qui consiste à dire faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Alors il n'y avait qu'une solution, j'étais belge à l'époque, c'est mon côté exotique, et il n'y avait qu'une solution, c'était de renvoyer mon livret militaire au ministre de la Défense nationale en lui disant ne comptez pas sur moi, pour la prochaine, je démissionne de l'armée. Ce n'était pas un délit, car ce n'était pas prévu. Alors ils étaient très embêtés, j'avais à ma disposition une tribune libre, un journal qui s'appelait le Rouge et le Noir. On a considéré qu'un milicien en congé illimité, qui avait rempli toutes ses obligations militaires et qui se livrait à ce genre de propagande, commettait un acte d'indiscipline, et j'ai été rappelé sous les drapeaux par mesure disciplinaire. Évidemment, je ne m'y suis pas rendu. Et puis, avec mon ami Marcel Dieu, plus connu sous le nom de MD dans les milieux libertaires, nous sommes passés en conseil de guerre tous les deux, nous avons été condamnés tous les deux, et nous avons fait la grève de la faim jusqu'à notre libération sans condition. Ça a déclenché une campagne internationale, et nous avons
bien dans la logique militaire, été chassé de l'armée pour en avoir démissionné. J'ai beaucoup d'admiration, le mot vénération serait peut-être un peu trop mystique, beaucoup d'admiration pour le courage et pour la longévité de Mépicret. C'est une femme absolument unique, absolument extraordinaire. Je veux dire que je connais très peu de femmes ayant milité pour l'antimilitarisme. Et en effet, c'est quelque chose de très particulier parce que les militants de sexe masculin sont naturellement concernés beaucoup plus par le service national que les femmes. Je pense que l'action que mène Mépicret est très utile, mais ce que je lui reproche, et j'ai eu souvent des discussions assez même passionnées avec elle sur ce sujet, je me rappelle notamment une certaine fête dite de l'ennemi intérieur qui a eu lieu à Morlaix il y a quelques années, et nous avions eu un débat avec un certain nombre de jeunes militants sur la question justement de l'armée, et Mépicret était farouchement axé sur la seule défense de ceux qui transgressaient, c'est-à-dire qui s'insoumettaient ou qui étaient objecteurs. Je pense que l'objection de conscience est une assurance contre la mort et que cette assurance sera viable quand il y aura suffisamment d'assurés. Je pense que c'est un combat de femmes, dans la mesure où les femmes sont mères, dans la mesure où les femmes voilà quelqu'un qui est d'accord avec moi. Hein. Dans la mesure où les femmes sont enfin. filles. Vous en connaissez d'autres de femmes qui aient mené un combat antimilitariste? Oh ben oui, ça manque pas. Par exemple? Ça manque pas. Ne serait-ce que Louise Michel. Ah ben oui, pour faire une société anarchiste, il faut des individus conscients. Et il n'y en a pas beaucoup. Eh bien moi j'y crois à l'anarchie et je crois que ça se réalisera un jour. Et j'y crois fermement. Et je sème ma graine. Je voudrais vivre 150 ans pour la voir pousser justement. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont prêts aujourd'hui à reprendre le flambeau? Je le crois. Je crois qu'ils sont vraiment prêts pour reprendre le flambeau. Si vous aviez un message à leur transmettre, qu'est-ce que vous leur diriez? Eh ben, je leur dirais, suivez notre exemple. Eh bien, vous n'aimiez pas suivre l'exemple des vieux, des rétros, mais ne baissez pas les bras, cultivez votre révolte, la révolte qui est en vous. Éduquez-vous. Vous voulez ficher le vieux monde par terre, mais il faut savoir ce que vous voulez mettre à la place. Alors éduquez-vous, puis gardez confiance, parce qu'ils sont pessimistes. Hein. Il y en a beaucoup qui sont pessimistes, il faut les secouer un petit peu, il faut les remonter. Il semble encore loin le temps de l'anarchie, mais si loin soit-il, nous le pressentons une fois profonde. Nous fait entrevoir ce bienheureux monde qu'hélas notre esprit destine à tâtons. Il semble encore loin ce temps d'anarchie, mais si loin soit-il, nous le ressentons. On ne l'a pas chanté.